Bonjour et bienvenue sur Algomius. Les dernières vidéos ont tourné pas mal autour de la loi normale et on avait dit en fait que cette loi normale était très intéressante, on avait dégagé énormément de propriétés de par sa symétrie et on avait vu également que les calculs étaient facilités en passant par la loi normale centrée réduite. Pourquoi est-ce que cette loi est très importante finalement? Parce qu'en fait c'est une loi, je l'avais dit dans la présentation de la loi normale en fait, qui se retrouve souvent dans la nature. Par exemple, si on regarde la taille des arbres pour une espèce donnée, on va se rendre compte qu'il y a une espèce de taille moyenne, que beaucoup d'arbres seront proches de cette taille moyenne, et qu'en fait, qu'il y aura très peu d'extrêmes qui seront beaucoup plus grands ou beaucoup plus petits que la taille d'un arbre. C'est pareil pour la taille des animaux, et ainsi de suite. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui fait en fait que cette loi est tellement représentée dans la nature? Eh bien, une des explications pourrait être le théorème central limite que nous allons voir au travers de cette vidéo. Ce théorème est très intéressant parce qu'il va nous montrer qu'il y a énormément de propriétés qui peuvent converger vers une loi normale sous certaines conditions. Et je me propose en fait de vous montrer dans cette vidéo le théorème central limite, de l'expliquer, et surtout finalement d'essayer de voir si ce théorème central limite fonctionne vraiment. Et ça, pour voir comment il fonctionne vraiment, eh bien on va s'appuyer sur de la programmation Python, on va essayer d'utiliser un générateur aléatoire, et on va essayer de générer vraiment ce que nous dit le théorème central limite. On va essayer de générer des jeux de tests aléatoirement et voir si effectivement on aboutit à une loi normale. Parce qu'effectivement il est bien beau ce théorème, mais on va quand même vérifier. On va rester un petit peu sceptique et on va vérifier ce que nous dit ce théorème. Donc je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, on va parler un petit peu de ce théorème et voir un petit peu comment il se présente. Eh bien le théorème central limite établit la convergence en loi de la somme d'une suite de variables aléatoires vers la loi normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire qu'en cumulant la somme de plusieurs variables issues d'une même loi, et si on répète l'expérience plusieurs fois, on va finalement se retrouver sur une loi normale. Alors, naturellement, il y a des critères à respecter, et notamment deux critères qui sont que les variables doivent venir de la même loi, c'est-à-dire si par exemple je veux étudier la loi qui me permet d'étudier la somme de gains ou de pertes quand je lance une pièce de monnaie en l'air, eh bien, il ne faut pas à un moment donné que je change de pièce pour une pièce truquée. Il faut que les variables doivent toutes venir de la même loi, avec les mêmes probabilités de chance ou d'échec dans la loi. Elles doivent être aussi indépendantes entre elles, il ne faut pas qu'une expérience que j'ai faite, en fait, ait une influence sur l'expérience qui suit. Toutes les expériences doivent être indépendantes, elles ne doivent pas devoir agir les unes sur les autres. Et donc, on va comprendre au travers de ces deux lois pourquoi la loi normale, finalement, est omniprésente dans la nature. En fait, dans la nature, pourquoi on arrive toujours à des lois normales? Parce qu'en fait, c'est l'addition de nombreux petits phénomènes, à gauche, à droite, de phénomènes complètement aléatoires, mais cumulés entre eux, qui conduisent en fait à la représentation gaussienne. C'est exactement comme ça on peut le comprendre. On a des petits phénomènes aléatoires, la nature c'est quelque chose de complètement aléatoire, mais c'est la somme de ces phénomènes aléatoires qui finalement va nous ramener à la loi normale. Donc là aussi, on ne va pas croire ce théorème sur parole. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir tester, essayer de voir s'il fonctionne vraiment. Alors, on va essayer par là de modéliser quelques exemples pour voir si ça marche, si ça a vraiment un sens. On va essayer de simuler un jeu avec une pièce. Pile, je gagne 1 euro. Face, je perds 1 euro. Je cumule les gains et les pertes sur plusieurs lancers et je répète l'expérience. Donc là, on va faire appel à l'ordinateur, au calcul de la machine. Je ne vais pas le faire à la main. Et pourquoi on fait le appel à la machine? Déjà parce qu'on va pouvoir générer aléatoirement de grandes suites de nombres, on va pouvoir répéter des expériences 1000, 10 000 ou 1 million de fois, et pour la troisième raison, c'est qu'on va pouvoir modéliser les données facilement sous forme de graphique. Et donc les outils que nous allons utiliser ici sont le langage Python, on va utiliser la librairie random de Python pour générer des nombres aléatoires, et on va utiliser la librairie Matplotlib pour pouvoir générer des graphiques efficacement. Alors Matplotlib, je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui pour expliquer cette bibliothèque. Je ferai probablement une vidéo un jour qui explique comment fonctionne cette bibliothèque. Je vais juste expliquer aujourd'hui quelles sont les fonctions qu'on a besoin pour la modélisation. Alors je vous propose de prendre un Visual Studio Code et de commencer à voir ce que l'on peut faire avec. Alors la première chose que je vais faire déjà, c'est que je vais importer la bibliothèque random qui va me permettre de générer des nombres aléatoires. On va voir si ça marche. Je vais aussi importer directement la librairie qui me permet de
de tracer des graphiques qui est Matplotlib. C'est une librairie accessible, qui est une librairie gratuite, qui est accessible et qui va nous permettre de tracer des courbes, des graphiques, des histogrammes et ainsi de suite. Ok. Donc, pour ce que je vais faire ici, je vais déjà essayer de voir si ça marche et on va essayer de créer, par exemple, un lancer de pièces. Donc, un lancer de pièces, qu'est-ce que c'est finalement un lancer de pièces? Eh bien, c'est un nombre aléatoire. Donc, je vais utiliser ma fonction random. .randint. Randint est la fonction random qui va permettre de générer un nombre aléatoire entre une borne minimum et une borne maximum. Donc, ce que je veux, moi, c'est qu'elle me donne une fonction randint va me donner finalement des nombres soit 0, soit 1. Et donc, comme j'ai deux événements, ça va me permettre facilement de savoir si j'ai un gain ou si j'ai une perte. Alors naturellement, je ne veux pas le faire qu'une seule fois, je veux pouvoir répéter cette expérience plusieurs fois. Donc, je vais par exemple prendre une liste que je vais remplir. Par exemple, je vais mettre 0 dedans et je vais prendre une liste de 100 éléments, par exemple. Ce qui fait que maintenant, je peux utiliser une boucle. Donc, for i in range, la longueur de L. Donc je parcours la taille de ma liste, et pour chaque élément de ma liste, du coup, donc là c'est des fonctionnalités de Python, je ne rentre pas dans le détail. Si jamais vous voulez savoir comment fonctionne une boucle en Python, comment fonctionne une liste en Python, chacune de ces vidéos existe sur ma chaîne. Je ne peux pas à chaque fois récupérer toutes les fonctions et réexpliquer ce qu'elles font. Simplement, je crée ici une liste de 100 éléments de 0, et pour chacun de ces éléments, en fait, je mets dedans un nombre 1, 0 ou 1. Donc, si à la fin de mon programme, j'affiche ma liste, tout simplement, ici, et que je lance Python sur mon fichier, ce qui va se passer, ça met un petit peu de temps, alors, c'est Matplotlib, ouais. C'est pyplot. Alors pour l'instant il me sert encore à rien, mais le nom a été mal tapé, donc effectivement Python me sort une erreur. Et vous voyez que là il m'a généré une suite aléatoire de lancers. C'est-à-dire on peut considérer que 1 c'est pile, 0 c'est face, et donc on va pouvoir réagir en fonction. Donc là qu'est-ce que je veux faire? C'est que tout simplement je veux simuler des gains et des pertes. Donc c'est-à-dire que si jamais c'est pile je gagne 1 euro, face je perds 1 euro, et je vais essayer de voir ce que j'ai comme gain. Et je veux répéter l'expérience plusieurs fois. Ok. Donc ce qu'on va faire déjà, la première chose, c'est qu'on va déjà définir des variables qui vont nous dire par exemple le nombre d'expériences qu'on va lancer. Donc le nombre d'expériences au début va être de 100, le temps qu'on essaie de voir comment le tableau marche. Et en fait, on va essayer de voir aussi combien on fait de jets de pièces. Donc le nombre de jets, on va pour l'instant aussi le mettre à 100, pour essayer de voir à combien on en est. Donc, je vais utiliser une liste d'expériences, et ma liste d'expériences, tout simplement, dedans, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 0, et je vais le mettre le nombre de fois d'expériences. Ça, j'aurais plus qu'à toucher les variables en haut. Donc là, si j'ai 100 expériences, ça va commencer par me faire une liste avec 100 éléments à 0. Donc je vais parcourir la taille des expériences. Donc for i in range, maintenant que j'ai une variable, je peux même l'utiliser, qui va parcourir le nombre d'expériences, tout simplement. Et qu'est-ce que je vais faire dans une expérience? Et bien tout simplement, je vais déclarer une variable des gains, et je vais dire qu'au début, j'ai 0 gain. D'accord. Donc j'ai 0 gain, et je vais finalement faire en sorte, faire mes jets. Donc c'est-à-dire que je vais faire for i, for j cette fois-ci, il faut pas que j'utilise une autre variable, pour ne pas les confondre. For j in range, cette fois-ci je parcours les nombres de jets, ici, là, il me manque les 2 points, le nombre de jets, et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien chacun des jets, je vais en fait récupérer ma valeur aléatoire. Je vais faire si random de randint 0 et de 1 égale 0,
Donc là, je peux considérer que 0 c'est pile, que 1 s'efface, ou que 1 s'efface 0, enfin, ou que l'inverse, tout simplement. Donc là, je vais regarder, en fait, je vais faire un random entre 0 et 1. Si c'est 0, je considère que j'ai gagné, donc je fais gain plus 1. Sinon, sinon ça veut dire que, en fait, j'ai perdu. Donc j'ai une chance sur 2 de gagner, une chance sur 2 de perdre. Et donc, quand je perds, je fais gain moins 1. Tout simplement. Donc, ça, une fois que j'ai terminé ma boucle, une fois que j'ai fait mes 100 jets, eh bien, ma première expérience est terminée. Donc, il faut que je n'oublie pas de l'activer. Donc, je mets E et je prends l'indice I, qui est le compteur de ma première boucle, et dedans, je mets mon gain. Voilà. Et donc, maintenant, à la fin de l'algorithme, si je print E, je vais avoir la liste de tous les gains réalisés sur les 100 jets que j'ai fait. Donc là, vous voyez que premier jet, j'ai perdu 10, le deuxième, j'ai gagné 10, ensuite j'ai perdu 2, ensuite j'ai perdu 10, j'ai gagné 12, et ainsi de suite. Donc là, en fait, c'est les 100 jets multipliés par 100 expériences. Donc là, c'est la somme, en fait, des gains et des pertes sur 100 expériences. Donc là, c'est pas super intéressant de regarder ça de cette façon-là. Nous, ce qu'on aimerait, c'est pas facile de trouver là-dedans que ça se rapproche d'une forme normale. Ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est de le représenter sous forme de graphe. Et c'est ce qu'on va faire avec Matplotlib. Donc là, je vous avais dit que on l'avait inséré là-haut, on avait inséré Matplotlib, et on va l'utiliser maintenant, au lieu de faire un print de la valeur, on va essayer plutôt de le représenter sous forme de graphe. Donc là, on va utiliser la fonction hist, qui va afficher notre variable et qui va utiliser un nombre de classes. Qu'on va déclarer ici. Alors qu'est-ce que c'est que le nombre de classes? Je vais le déclarer ici, et je vais mettre une variable là-haut, comme ça j'aurai que les paramètres en haut à changer. Le nombre de classes, ici, je vais le mettre pour l'instant sur 15. On va expliquer ça facilement. Vous êtes sur un graphe qui est ici, vous avez tracé, vous êtes en variable continue, donc vous avez potentiellement des points un petit peu partout. On va prendre ça, on va prendre en grand, et vous avez des points un petit peu partout. Le nombre de classes, tout simplement, ça veut dire que Matplotlib, en fait, va prendre le point le minimum, le point le maximum, donc c'est-à-dire qu'il va tracer, en fait, il va voir que là, c'est le point d'abscisse minimum. Alors, attendez, je vais le tracer correctement. Hop, non, je vais partir du point, du coup. Donc là, c'est le point d'abscisse minimum. Là, c'est le point d'abscisse maximum. Et donc, il va prendre cet intervalle-là, et il va le diviser en nombre de classes. Si je le divise par 6, par exemple, bon, là, il va diviser au milieu ici, donc il aura divisé en 2. Chacun, il va encore les diviser par un tiers. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Hop. Donc là aussi, encore un tiers. Bon, c'est pas tout à fait proportionnel. Et après, comment il va tracer l'histogramme? Eh bien, il va tout simplement compter combien il a de points dans chaque intervalle. Donc là, par exemple, il a 3 points. Donc il va faire un histogramme de 3. Là, il a 3 points aussi. Là, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, décidément. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc en fait, il va faire quelque chose qui, voilà, vous avez 3 ici. Ensuite, on a 5 ici. Jusque là. Et après, on a encore 6 ici. Et il va tracer les histogrammes comme ça. Donc en fait, la classe, c'est juste le nombre d'intervalles par lequel il va diviser l'intervalle qui est représenté par la plus petite valeur et la plus grande valeur. Donc là, j'ai mis mon nombre de classes. Je peux faire en sorte que mon fichier soit sauvegardé au format PNG. Donc là, je vais par exemple appeler ça, je vais l'appeler pièce.png. Donc là, il va me le sauvegarder en pièce.png dans le répertoire courant. Et je veux aussi qu'il me le montre
qui me le sauvegarde pas seulement, mais qui me le montre, qui me l'affiche. Je sais pas où je le sauvegarde d'ailleurs. Je vais juste qui me le montre. Ok. Voilà, je vais quand même le mettre. Ok. Donc cette fois-ci, on va relancer et on va essayer de voir ce qu'il va nous montrer. Ok. Donc là, vous voyez que on a déjà l'impression qu'on est parti sur une forme normale. Mais comme ce que dit le théorème central limite, c'est vraiment quand on va arriver sur des grands nombres finalement, qu'on va être assez proche de la loi normale. Donc ce que je vous propose, c'est de monter encore une fois, on va passer le nombre de jets et le nombre d'expériences à 1000. Donc cette fois-ci, je fais 1000 jets et je répète l'expérience 1000 fois. Donc ça va prendre toujours un petit peu plus de temps. On va redémarrer ça. Donc 1000 expériences, 1000 jets, et on voit maintenant qu'on commence vraiment à avoir une forme normale qui commence à se dessiner. Cette forme en cloche, cette forme gaussienne, on commence vraiment à la voir se dessiner. Alors après, on peut jouer un petit peu sur les classes également. Pour la visualisation, là on commence à avoir effectivement une gaussienne. Et si maintenant on passe à 10 000 jets sur 10 000 expériences, là ça va prendre largement plus de temps, mais on va être normalement sur quelque chose qui va être plus proche d'une gaussienne. Et donc en fait notre théorème donne l'impression de marcher, le théorème de centrale limite a l'air de marcher, effectivement, plus on augmente le nombre d'expériences et le nombre de jets, plus finalement la visualisation qui se présente à nous, ça ressemble finalement à une gaussienne, à une forme normale. Ok, donc ce théorème a l'air de fonctionner. On va juste attendre la fin maintenant du 10 000 expériences, 10 000 jets. Encore une fois, comme ces deux boucles imbriquées, on a la boucle intérieure qui fait 10 000 fois 10 000 itérations, et donc ça peut quand même être assez long. On va essayer de voir. On va attendre encore un petit peu, quelques secondes. Je pense qu'on ne va pas tarder à voir le résultat. Et ce que je voulais vous montrer aussi, vous voyez, c'est que on a la possibilité de sauvegarder sous format PNG les graphiques qui sont générés. Donc c'est des fichiers images que vous pourrez réutiliser finalement. Vous garderez une trace ainsi des différents histogrammes que vous aurez tracés. Donc Matplotlib est assez complet. C'est une vidéo que j'aimerais vraiment faire, la présentation de Matplotlib, parce que avec Panda, c'est vraiment un outil assez formidable finalement pour exploiter les données statistiques. Donc là, effectivement, vous voyez qu'il commence à ramer un peu, parce qu'effectivement, on est sur vraiment un très grand nombre d'expériences, et vous voyez que là, il vient d'afficher le 10 000, 10 000, et effectivement, là, on se rapproche vraiment beaucoup d'une gaussienne. Là, on est vraiment sur une courbe en cloche. Ok, génial. Donc vous voyez, si je ferme ici et que je récupère pièce, je vais récupérer en fait l'image qui a été stockée et qui va me permettre de récupérer encore une fois une représentation des données que je veux représenter. Alors je vais redescendre un petit peu à 1000 pour que les calculs soient plus faciles, parce qu'on pourrait se dire, en fait j'arrive peut-être à une gaussienne parce que tout simplement le jeu est équilibré. C'est-à-dire que je gagne sur 1 sur pile, je perds 1 sur face. Qu'est-ce qui se passerait si le jeu était déséquilibré? C'est-à-dire que je reprends mon programme, et quand je fais pile, je gagne 1, et quand je fais face, je perds 3. Cette fois-ci, le jeu n'est plus équilibré. Je perds beaucoup plus que ce que je gagne. Est-ce qu'on se retrouverait finalement aussi sur une gaussienne? Eh bien en fait, on va le faire tout de suite, et vous voyez que même quand le jeu n'est pas équilibré, en fait on se retrouve de nouveau sur une courbe qui ressemble à une gaussienne. Alors là c'est un peu moins net qu'avant, parce que j'ai descendu un petit peu, je suis redescendu à 1000 pour pas à chaque fois que ça calcule pendant 10 minutes, mais si vous pouvez récupérer le fichier que je mettrai dans la description, le fichier code, et vous pourrez voir vous-même en fait qu'en augmentant finalement le nombre d'éléments, en fait on arrive toujours à simuler finalement quelque chose qui se rapproche d'une forme normale, plus en fait les nombres d'expériences et le nombre de jets vont devenir grands. Et ça n'a rien à voir finalement avec l'équilibre du jeu. C'est juste que c'est la même expérience qui est en fait répétée un grand nombre de fois, même aléatoirement. Ok, génial. Alors là on a fait une des pièces, on a vu un gain sur pile et quelque chose sur face, mais on avait l'impression finalement que ça marchait dans tous les cas de figure. Donc là, ce que je vous propose, c'est de regarder maintenant, on va prendre un dé de 6, donc là, cette fois-ci, on aura 6 issues possibles. Je cumule les valeurs obtenues sur plusieurs lancers et je répète l'expérience.
C'est-à-dire que je vais lancer un dé de 6, la première fois je fais 5, je relance, je fais 1, donc je cumule les 2, j'ai 6, je relance, j'ai 2, je cumule, ça fait 8, et ainsi de suite. Je fais sans lancer, je fais le cumul, et je répète cette expérience de nouveau 100 fois. Est-ce qu'encore une fois, je vais retomber sur une gaussienne? Et bien en fait, on va essayer de voir ce que ça donne. On va essayer de voir ce que ça donne. De nouveau, on va prendre notre Python, on va garder le nombre d'expériences, on va garder le nombre de classes, et on va garder le nombre de jets. Tout ça, ça ne changera pas. Cette fois-ci, la seule chose qui va changer, finalement, c'est, ici, je n'aurai pas un gain, mais j'aurai finalement une somme. Donc la somme, au début, elle est égale à 0. OK. Et cette somme, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Et bien cette somme, je vais à chaque tour, je vais ajouter la fonction random. Mais cette fois-ci, je ne suis plus entre 0 et 1. Je sais que le dé va me donner quoi comme valeur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais avoir une valeur comprise entre 1 et 6. Je vais donc récupérer la somme systématiquement de ces gains. Donc le premier tour, je vais avoir un random entre 1 et 6, puis je vais le cumuler, et ainsi de suite. Et l'expérience, à la fin, va me donner cette somme, et cette somme, je vais la répéter un nombre de fois. Je vais calculer plusieurs sommes, et je vais les mettre, finalement, dans ma fonction random. Je ne vais plus l'appeler pièce, cette fois-ci, je vais l'appeler D, PNG. Et je vais voir, en fait, comment est-ce que je vais arriver, finalement, aussi, sur une loi normale. Donc là, je suis à 1000 et 1000, j'ai une classe de 30, je vais baisser un peu le nombre de classes. Je vais répéter 1000 fois l'expérience, 2000 jets, et on va essayer de voir ce que ça donne. Donc, je suis... Oui, effectivement, ce n'est plus un if, donc je n'ai plus de 2 points. Alors, j'ai une somme plus... Ah oui, j'ai laissé le test, donc du coup, il a considéré ça comme un booléen. C'est pas vraiment ce que j'attendais. Là, vous voyez, alors là, même déjà avec 1000, on a déjà une bonne approximation. Vous voyez que ça ressemble de nouveau à une loi normale. Et là, on est parti sur quelque chose de complètement différent. On était sur des pièces avant, on est sur un dé cette fois-ci. On n'a plus du tout le même nombre d'issues. Les pièces, il y avait 2 issues, les dés, il y en a 6. Là, on est sur une somme, et on est de nouveau sur une loi normale. Donc là, encore une fois, si jamais on montait à 10 000 le nombre d'expériences et le nombre de jets, on aurait de nouveau une forme normale beaucoup mieux décidée. Donc ça, en fait, vous voyez que sur 2 expériences complètement différentes, eh bien, en fait, la répétition de toujours la même expérience, de toujours dans les mêmes conditions et des éléments qui sont indépendants les uns des autres, en fait, nous ramène à une loi normale. Alors, si on reprend l'expérience précédente maintenant, et qu'on n'utilise pas la somme, mais qu'on utilise la moyenne, donc comment est-ce que je passe de la somme à la moyenne? Tout simplement, je prends la somme et je la divise par le nombre de jets. C'est pas très compliqué. Ici, j'avais la somme des jets. Si je le divise par le nombre des jets, eh bien ici, j'obtiens donc la moyenne des jets. Ok? Essayons de voir, est-ce que maintenant, si j'utilise la moyenne des jets, est-ce que je vais aussi avoir de nouveau une forme normale? Donc là, on reste sur 1000, 1000. Et encore une fois, vous voyez que j'arrive de nouveau sur une forme normale. Donc la moyenne a donné une forme normale, la somme a donné une forme normale, les gains et les pertes sur des pièces ont donné une forme normale, qu'est-ce que le jeu soit équilibré ou pas. Donc en fait, vous voyez qu'à chaque fois qu'on répète un événement, le même événement, plusieurs fois, sur plusieurs expériences, sans que ces différents événements aient d'influence les uns sur les autres, en fait, on arrive toujours à une loi normale. Et c'est pour cette raison, en fait, que la loi normale est tellement présente dans la nature. Alors les théorèmes centrales limites, comment est-ce qu'on peut conclure un petit peu sur les expériences que l'on vient de voir? Eh bien on s'aperçoit qu'en augmentant les expériences, nous nous approchons de plus en plus d'une distribution normale. Donc on a encore, quand on fait très peu d'expériences, effectivement on a du mal à avoir la distribution normale. Plus on va monter le nombre d'expériences et plus on va augmenter le nombre de jets, plus en fait on va récupérer une loi normale. Donc plus la taille de l'échantillon est grande, plus nous serons sur une forme normale. Et donc on dit que si la taille de l'échantillon tend vers l'infini, on a vraiment une forme normale parfaite. Donc on a vu qu'on s'est penché sur la moyenne, on a eu le même résultat avec la somme des nombres,
ou le produit des nombres, peu importe en fait. La seule chose que l'on doit respecter, ces deux choses, c'est l'indépendance des événements entre eux, et c'est aussi de répéter la chose un assez grand nombre de fois pour arriver à une forme normale. Donc grâce au théorème de la limite centrée, en fait, on peut se rapprocher d'un cas connu, alors que le problème semble énoncé de façon complètement aléatoire. On a l'impression que le problème est complètement aléatoire, qu'on ne peut pas forcément définir de propriétés particulières sur le problème, mais le problème répété un grand nombre de fois va du coup tendre vers une loi normale, et à partir du moment où on tend vers une loi normale, eh bien on a à nouveau le droit d'appliquer toutes les propriétés de la loi normale pour résoudre notre problème. Donc c'est-à-dire qu'on a de nouveau accès à toutes les propriétés de symétrie, on a de nouveau accès à la loi normale centrée réduite, et ainsi de suite. Donc ça peut nous amener finalement à la résolution de pas mal de problèmes qu'on pensait insolubles. Alors pour conclure, qu'est-ce qui fait l'intérêt finalement de ce théorème central limite ? Eh bien, on s'est aperçu que c'est finalement la répétition qui fait qu'une variable aléatoire qui ne suit pas forcément une loi normale devient étudiable. Et ça peut quand même être intéressant, puisqu'en fait, on a l'impression finalement qu'il y a une variable aléatoire qui ne suit aucune loi, mais en fait, le grand nombre des répétitions, le grand nombre d'expériences va la calquer finalement sur une loi normale, et à partir de ce moment-là, elle va devenir analysable. Donc il est possible de cumuler aussi plusieurs événements, par exemple lancer un dé 2 fois de suite et faire la somme des résultats obtenus. On peut faire des résultats, des expériences, des lancers composés, tant que les variables aléatoires obtenues suivent deux règles qu'on a vues. C'est l'indépendance, c'est-à-dire que d'un jet sur l'autre, il ne faut pas qu'un jet puisse influencer le résultat du jet suivant, et de même loi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'avez pas le droit de changer les règles du jeu. Si vous partez avec des règles du jeu données au début, il faut les conserver jusqu'à la fin. On l'a vu sur les pièces, quand on lançait, on avait pile qui rendait 1, face qui me faisait perdre 1. Eh bien, je n'ai pas le droit de changer les règles en plein milieu du jeu. Si je veux que la somme ou les gains se rapprochent d'une distribution normale, eh bien, il faut que je conserve mes règles du jeu du début jusqu'à la fin. Donc, le théorème central limite, c'est quelque chose de très intéressant à observer, parce que, effectivement, on peut en faire une expérience très facilement pour vérifier si ce qu'il dit est vrai. Ça semble un peu improbable au début quand on le lit de se dire qu'on prend une variable qui finalement on la prend dans n'importe quel sens, mais le fait de répéter l'expérience dans les mêmes conditions et le fait que les expériences soient indépendantes les uns des autres, finalement on va toujours arriver sur une loi normale. Et pourtant on s'est basé sur un générateur aléatoire, donc c'est-à-dire que on le relance à chaque fois, et à chaque fois, on a une valeur différente, puisqu'on a un générateur aléatoire qui va nous donner des données à chaque fois différentes. Et pourtant, même en se basant sur cette valeur aléatoire systématiquement différente, eh bien la répétition fait qu'on arrive quand même sur une loi normale au bout du compte. Donc c'est quelque chose qui peut être surprenant quand même, à la base, de se dire que finalement on peut se débrouiller comme on veut, on peut se baser toujours sur des valeurs aléatoires, on va quand même systématiquement arriver sur une loi normale à chaque fois qu'on répète en grand nombre finalement l'expérience. Donc ce théorème central limite, je tenais à faire cette vidéo parce que justement elle s'illustre bien avec la programmation. L'illustration et les exemples que l'on peut donner en fait se programment très rapidement, vous l'avez vu, en quelques lignes finalement. On peut utiliser un générateur aléatoire, on peut exprimer les résultats sous forme de d'histogrammes, et finalement ça peut nous amener une visualisation très rapidement de ce théorème de central limite qui peut être parfois difficile à comprendre. Et donc, on en termine un petit peu maintenant avec les propriétés de la loi normale et de tout ce qui concerne loi normale, loi binomiale, mais on va encore s'orienter sur d'autres lois, essayer de dégager des propriétés différentes sur d'autres lois, et voir comment finalement tout ça, ça interagit un petit peu ensemble. Donc je vous dis à très vite pour la suite et la découverte. On va continuer de découvrir tout ce que l'on peut voir au niveau des statistiques.